Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je reprends ici la série du karma qui a pris un peu de retard. Simplement, on va directement mettre les pieds dans le plat. J'insiste auprès de tout le monde pour que chacun comprenne vraiment à son rythme que ce que je vous délivre ici, c'est vraiment quelque part du réel. Rien ne remplace l'expérience et l'expérience personnelle concernant ces affaires de karma. Mais je peux vous dire que pour avoir pris récemment une nouvelle claque sur la question, je peux vous dire que quand vous êtes attentif aux bizarreries humaines, eh bien, en comprenant vraiment comment le karma fonctionne et en comprenant vraiment quelles sont les règles quelque part associées au karma, au sens large, eh bien, je peux vous dire que la vie est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressante que ce qu'elle n'y paraît. Donc ça, c'est exactement ce qui va me permettre, de façon, express, d'introduire notre propos là. Nous continuons le sujet donc karma avec, le chapitre 10, souvenez-vous du livre De nombreuses demeures dont je vous fais une exégèse améliorée. Le chapitre s'appelle Une nouvelle dimension en psychologie, mais je préfère vous l'appeler quelque chose comme principe de continuité du karma, avec, on va dire, un sous-titre sous-jacent, les des exemples de report, d'attitude, en fait, de conséquences au-delà d'une vie aboutissant à expliquer ce qui en apparence aurait plutôt été irrationnel si on n'avait pas eu l'explication en arrière-plan. Donc une nouvelle dimension en psychologie, il y a vraiment l'idée que le propos actualisé, rappelez-vous, est à mettre dans les années 60, mais aujourd'hui justement, c'est là où on voit vraiment qu'il y a une modification de la conscience de l'humanité, puisque le sujet, c'est que on on voit comme la psychologie a évolué et de plus en plus on comprend ce qui, à l'époque, était balbutiant. Dans les années 60-70, les pionniers des expériences de mort imminente ou, c'était plutôt en matière ésotérique qu'on croyait en la survie de l'âme, mais que c'était pas très clair entre les religions d'un côté, le scientisme de l'autre qui niait tout ça. En tout cas, nous voyons, il est évident pour moi qu'il y a une évolution de la conscience de l'humanité. Donc le sujet, c'est qu'on apprend beaucoup de choses en résolvant des énigmes, dans toutes les dimensions de la vie. Et de fait, dans bien des problèmes, bien des solutions, au quotidien, vont être trouvées à partir de la résolution et de l'extrapolation des solutions à partir de petits problèmes de la vie réelle, appliqués à d'autres sujets. Là, le sujet, c'est l'énigme de l'identité de l'homme, de qu'est-ce que l'homme au final, l'humain au sens, on va dire asexué, les hommes comme femmes, l'origine de l'humanité, le but de la vie, le où suis-je, d'où vais-je, dans quelle étagère et cetera. On a une application multiple d'un principe de base, mais qui est global, c'est qu'on est là pour la connaissance et on est là quelque part pour apprendre. Rien que cette philosophie de vie est révolutionnaire en soi. On est là pour une raison, on est là pour apprendre. Tout n'est pas dénué de sens. Donc, l'exemple qui peut être donné, c'est de l'expression anglaise think out of the box, penser à l'extérieur de la boîte. Si vous avez plein de petits jeux sociaux, des petits problèmes, par exemple, si vous donnez à une personne 6 allumettes et vous lui dites: «Il faut que tu formes ainsi 4 triangles équilatéraux avec seulement 6 allumettes». Et donc, vous donnez ça à une personne, la personne va commencer et tant qu'elle n'aura pas eu l'idée de penser les choses non pas en 2D mais en 3D, elle n'arrivera pas, avec 6 allumettes, à faire 4 triangles équilatéraux. Donc en fait, il faut avoir l'idée de faire une pyramide à 3 facettes, à 3 faces, plutôt qu'à 4 faces de fait en incluant la base, plutôt que de penser uniquement en 2D. Eh bien, pour l'énigme de l'humain, qu'est-ce qu'est l'humain? C'est un peu la même chose en fait. On ne la comprend qu'en ajoutant une autre dimension, celle du temps et donc de l'évolution sur le temps. Le temps, quelque part, sert à mesurer une évolution. Le temps, de fait, est une illusion, mais il est une convention dans cette vie en 3D qui nous permet de mesurer notre évolution. D'ailleurs, on dit, on va dire ça serait un peu la philosophie de musicien, on dit que la musique, un maître en musique m'avait dit un jour que la musique était la seule façon dont l'humain avait trouvé, la seule façon que l'humain avait trouvé pour fixer le temps présent. C'était, je crois, Sacha Guitry qui disait qu'après Mozart, le silence qui suit, il est encore de Mozart. C'est un peu ça l'idée. Donc, concernant l'énigme de l'humain, on ne s'en sort qu'en rajoutant une dimension, donc le temps. De fait, ce que l'on appelle la naissance
Et la mort, ce sont des conventions sociales. Ça nous permet de mesurer notre existence finie dans cette vie-là et de comprendre aussi que la vie peut aller au-delà, avant comme après. Mais dans cette convention finie d'une seule vie, ce n'est pas évident. D'où tous les débats au sujet de la question de savoir est-ce qu'il y a des vies antérieures, ce genre de choses. Mais si on va au-delà de ce débat-là, on va devoir comprendre que l'humain n'est pas qu'un corps fini dans cette vie-là. C'est pour ça qu'il est intéressant de discuter, par exemple, avec des gens qui sont vraiment sectaires, notamment, je crois, les témoins de Jéhovah, qui considèrent qu'il n'y a strictement rien d'autre que cette vie-là. Ce sont des gens qui, là, pour le coup, ne peuvent être qu'à côté de la plaque. Mais il est intéressant de discuter, par exemple, avec des gens selon leurs croyances pour savoir comment, à partir de là, ils voient la vie. Là, pour le coup, c'est vraiment une question de perspective. Si vous n'êtes pas capable de concevoir une autre perspective que votre existence finie, disons que c'est que quelque part vous en êtes là et par ailleurs au stade de votre développement intellectuel et spirituel, mais peut-être qu'il existe autre chose et de fait, il existe autre chose et là-dessus, on va dire que je garde la paternité des mots, je suis formel là-dessus. Néanmoins, c'est à chacun d'éprouver ces enseignements-là sur sa propre voie, sur son chemin. Donc l'idée, c'est que le corps n'est pas seul, nous sommes une âme qui a un corps et pas un corps qui a une âme. De fait, l'âme habite un corps, mais peut, le long de son évolution, en habiter d'autres avec le temps. Mais là, encore une fois, je pose cela aujourd'hui comme postulat. Mais ce qui est intéressant dans cette lecture sur les vies antérieures, c'est que on s'aperçoit que toute la science de la psychologie peut être transformée à partir de cette compréhension des vies antérieures. Et c'est même de mon point de vue, et vraiment d'expérience, c'est vital. En fait, c'est vital. Vous ne pouvez quelque part pas comprendre les... Il y a de l'irrationnel humain que, passé un certain stade, vous ne pouvez pas comprendre sans les vies antérieures. Il n'y a pas que les vies antérieures, mais les vies antérieures sont vraiment un facteur lourd. Faites un peu la comparaison, justement, si vous prenez la psychologie avec ou sans les vies antérieures, c'est comme si vous faisiez un petit travail de sonde à la petite cuillère dans un jardin. C'est la différence entre un travail de sonde à la petite cuillère pour voir qu'est-ce qu'il y a jusqu'à où vous pouvez descendre avec une petite cuillère et jusqu'à où vous pouvez descendre avec un trépan de forage pour aller chercher du pétrole. C'est un peu la même comparaison, en fait. Vous allez faire un trou de 5 centimètres d'un côté et vous allez faire un trou de plusieurs kilomètres de l'autre. De fait, c'est l'idée fascinante donc que la psychologie, si vraiment vous allez chercher les vies antérieures, c'est comme des cylindres empaquetés, comme des trépans en fait de forage qui sont ajoutés les uns aux autres et avec parfois des connexions très lointaines, étonnamment lointaines, avec la vie réelle. Donc voilà, ça c'est vraiment l'introduction de mon propos ici, des choses dont on a déjà parlé, mais en tout cas c'est une nouvelle dimension de la psychologie qui est extraordinaire. De fait, on a une psychologie des profondeurs qui peut être justement d'une profondeur insoupçonnée. C'est bien sûr une référence à Jung, Carl Gustav Jung, qui justement parlait de cette psychologie des profondeurs. Là, pour le coup, c'est la porte d'entrée d'un sujet, d'un méta-sujet absolument passionnant, avec autant de tiroirs que vous voulez, de vie antérieure, etc. Donc, si on ajoute la dimension du temps et des vies antérieures, clairement, on élargit la compréhension de la personnalité à travers les vies antérieures. On a depuis surtout ça a commencé peut-être dans les années 40, non, dans les années 20, on a parlé de l'Institut Tavistock dans les émissions, le DD notamment, les études avancées de la psychologie. On a Freud, mais on n'a pas que Freud, hein, ne serait-ce que Jung, l'Institut Tavistock, ce genre de choses. On a parlé donc de cet essor de la psychologie moderne à partir globalement de l'après-Première Guerre mondiale, des avant, disons la Belle Époque, mais notamment après la Première Guerre mondiale. Et nous avons une, une compréhension de la personnalité qui peut grandement gagner on va dire, en richesse si on intègre justement l'idée que les traits de notre personnalité peuvent ne pas être uniquement liés à cette vie-là. Ce qui voudrait dire qu'il y a vraiment un feuilletage de causes dans les comportements humains. Clairement, on remonte à tel traumatisme, telle, époque, de l'adolescence, de l'enfance et cetera. Mais dès le début et même dans les vies antérieures, nous pouvons trouver des bizarreries et des causes explicatives. Récemment, une femme m'a raconté parfois il y a des fulgurances comme ça, ce que sa petite fille lui avait dit de quelqu'un qui venait de mourir. La petite fille instinctivement quand on venait de lui dire que telle personne venait de mourir, une vieille personne et cetera, venait de mourir, la petite fille a répondu:
«Ah, c'est super, elle va redevenir petite fille, elle va redevenir petit enfant» ou je sais plus. Quelque chose comme ça. «C'est super, elle va devenir petit enfant». La réponse vraiment spontanée est drôle, comme si l'enfant savait qu'il y avait des réincarnations. De même on essaiera de la mettre à l'écran si je la retrouve, c'est une image qui m'avait amusé sur internet où on voit un petit garçon qui explique à son grand-père: «Mais moi non plus à ton âge, je ne croyais pas en la réincarnation». Là encore une fois, quand on rajoute cette dimension du temps et des vies antérieures, beaucoup de choses de la vie réelle peuvent être bien plus fascinantes qu'elles n'y paraissent. Donc on a eu un développement de la psychologie avec des merveilles d'ingéniosité qui ont été déployées progressivement au XXe siècle pour étudier les différents traits de personnalité, les prédispositions professionnelles, la question de la psychiatrie clinique ou ce genre de choses. Mais ce que l'on comprend à l'aune des vies antérieures, c'est que tout cela n'éclaire que le devant de la scène de ce qu'est l'humain. C'est que derrière la scène, il y a bien d'autres choses, ou avec notre métaphore du forage, et clairement, si on adopte, la compréhension du fait qu'il existerait donc, un principe de réincarnation et un principe de logique derrière, eh bien, on a toute une dimension inexplorée et là, on s'aperçoit que comme pour un iceberg, il y a une partie visible et il y a 8/9 où il y a bien plus que la partie visible qui est immergée. Donc tout ce qui est après développement des personnalités, les voies tortueuses, les qualités personnelles, les prédispositions professionnelles, artistiques, ce que vous voulez, peuvent avoir des origines bien plus lointaines qu'une seule vie. Ce qui explique clairement que, de fait, les âmes ne sont pas toutes au même niveau et que clairement, il y ait une asymétrie. Il y en a qui vont avoir plusieurs dons, il y en a qui n'en auront pas vraiment. Et entre les deux, il y aura plein d'humains qui auront plus ou moins certains dons. Mais on voit parfois des personnes qui ont des dons fabuleux, impressionnants, et qui s'expliquent, on avait déjà vu en partie, s'expliquent par des prédispositions acquises précédemment. Mais c'est valable aussi pour certains tropismes, en bien comme en mal. On a plein d'exemples comme ça dans les dossiers Case. Souvenez-vous donc d'Edgar Cayce, quand il parlait, donc on a plein d'exemples qui ajoutent donc cette dimension temps et vies antérieures à la compréhension actuelle des personnalités et donc comme cause explicative d'une personnalité, d'un trait de personnalité actuel, nous pouvons avoir les vies antérieures. J'insiste là-dessus, il n'y a pas que les vies antérieures. Je vous dirais là à froid qu'il y a 2 choses absolument cruciales à envisager lorsque vous êtes face à de l'irrationnel humain et que les vies antérieures de fait ne sont pas la première. Je dirais que d'abord, il y a des phénomènes de possession et d'infiltration. L'infiltration étant le stade au-dessous de la possession, et je dirais que ce n'est qu'après qu'on va aller chercher les conflits d'âme. Mais d'abord, la question de savoir s'il y a un parasitage. Passé un certain stade d'irrationnel humain, parfois on peut être parasité par le plus souvent des défunts, bien plus rarement par des entités, mais parfois on a des comportements tellement irrationnels qu'il faut vraiment commencer à se poser cette question-là. Et seulement après va venir la question des conflits d'âme avec une personne, mais je dirais que bien avant, on doit trouver les vies antérieures. En fait, avant les entités, avant l'infiltration, on peut se poser la question des vies antérieures pour les tropismes, mais pas pour les comportements extrêmes humains. C'est seulement pour les comportements extrêmes humains qu'on peut avoir ces 2 causes, je dirais presque à plus ou moins à égalité, que sont donc d'un côté les infiltrations, possession, version soft, et de l'autre côté les vies antérieures, dans le sens les conflits d'âme avec une personne. Parfois, il y a des quelque part de la méchanceté irrationnelle ou des comportements très malsains qui peuvent avoir pour explication un conflit d'âme dans une vie antérieure. Donc on a plein d'exemples des liens entre les personnalités actuelles et des personnalités anciennes à travers ces lectures d'Edgar Cayce. On a une lecture à un moment qui parle d'un soldat, donc chez Cayce, d'un soldat gaulois qui avait été fait prisonnier par Hannibal, et c'était donc à l'époque des guerres puniques, et qui avait été donc contraint en tant qu'esclave de ramer dans les galères marchandes de Carthage. Carthage, puissance commerciale à l'époque. Et ce Gaulois, fait prisonnier, était cruellement traité par ses gardiens noirs, donc de Hannibal, et il avait fini par être battu à mort par l'un de ses gardiens noirs. Ça remontait à 3 vies en arrière par rapport à l'actualité de cet homme-là, mais il en avait conservé une haine qui provenait en fait d'une peur profonde et d'une intense douleur jusqu'à la mort, en tout cas d'un mélange de peur et donc de haine, en tout cas, qui provenait d'une réalité passée, mais 3 vies antérieures au-delà. Donc on était 22 siècles auparavant. Là, on voit que l'inconscient, la psychologie des profondeurs peut aller bien plus loin qu'une seule vie. On a un cas extraordinaire à ce niveau-là.
Et surtout que dans les lectures d'Edgar Cayce, on a un avant et un après. C'est-à-dire qu'à partir des gens du moment où les gens comprennent, il y a des changements dans la vie, il y a une grande sensation d'apaisement et cetera. Mais en tout cas, beaucoup d'éléments sont tellement, fidèles et il y a tellement de changements entre l'avant et l'après, à partir des prises de conscience des uns et des autres, qu'encore une fois, le matériel, d'études de Cayce est vraiment riche là-dedans et au minimum, il faut vraiment envisager cette nouvelle profondeur de la psychologie à partir des vies antérieures. Et on avait eu plus tard, chez ce même, guerrier de gaulois, donc battu par un noir réincarné, plus tard, on l'avait vu. Je pense que c'était une incarnation donc au XXe siècle avant 1943, l'âge de la mort de Case. Dans sa plus récente incarnation, il était agriculteur dans l'Alabama et pendant toute sa longue vie, il n'avait cessé de vouer à ce que l'on appelait à l'époque les Négres, mais qui se dit aujourd'hui les Noirs. Il leur vouait une haine venimeuse et féroce et il avait même fondé une société pour la suprématie de la race blanche. Et là, on a un exemple typique de report d'attitude, de continuité du karma d'une vie vers une autre. Et on a des douzaines, on a des centaines d'exemples comme ça dans les lectures de Case. On a l'exemple d'une journaliste qui, pendant des années, avait manifesté un état d'esprit intensément antisémite. Eh bien, dans sa lecture de vie, curieusement, on avait trouvé l'origine de cette attitude dans une précédente incarnation en Palestine. À l'époque, elle faisait partie de la secte des Samaritains, qui avait été en violent conflit avec les Hébreux dans l'Ancien Testament. Donc, possible report d'attitude actuel, comme s'il y avait une suite logique. On a un autre exemple d'une femme de 38 ans, célibataire, qui avait eu plusieurs aventures amoureuses au cours de sa vie, mais qui n'avait jamais pu se décider au mariage en raison d'une profonde méfiance que les hommes lui inspiraient. Eh bien, cette circonspection chez cette femme lui venait d'une expérience précédente au cours de laquelle elle avait abandonné. Son mari l'avait abandonnée pour partir en croisade. Et je crois même qu'on verra de nouveau ce cas-là dans un autre contexte, avec en plus une histoire de ceinture de chasteté. Donc méfiance face au mariage, méfiance face aux hommes. Rien qu'à partir de cet exemple-là, vous voyez les vidéos que je fais sur les relations interpersonnelles, nous pouvons avoir des explications incidentes aux excès de, par exemple, certaines néo-féministes complètement dans la haine rabique contre les hommes, mais ça peut avoir d'autres causes. En tout cas, là, on en a un exemple, pareil, par la bande, plusieurs générations, plusieurs vies antérieures auparavant. Mais encore une fois, bienveillance quand on appréhende ces choses-là, puisque on est en train de voir que même si les causes ne sont pas forcément dans cette vie, il peut y avoir un irrationnel légitime, quelque part, du point de vue des vies antérieures, c'est-à-dire qu'une attitude irrationnelle dans la vie, illégitime dans une vie, puisse être plus rationnelle si on comprend qu'elle puisse être causée par d'autres vies. Mais dans ce cas, ça veut donc dire que quelque part, le défi dans la vie actuelle, c'est de dépasser ce genre de blocage provenant d'une incarnation antérieure. Et là, pour le coup, c'est fascinant parce que ça veut donc dire que vraiment que la psychologie est bien plus profonde que l'on pourrait le croire. On a un autre exemple, c'est une femme dont la tolérance religieuse était remarquable et qui avait appris grâce à une lecture de vie antérieure qu'elle avait acquis cette tolérance religieuse en tant que croisée vivant parmi les musulmans à l'époque donc des États latins, des royaumes francs en Terre sainte, justement en tant que croisé chrétien vivant chez les musulmans, donc dans une vraie optique de tolérance. Ce qui d'ailleurs jette au passage, c'est pour ça que on peut avoir des éclairages historiques qui sont bien moins manichéens que certaines lectures, par exemple historiques. On n'était pas dans le choc des civilisations là, c'est intéressant. Le choc des civilisations en soi est une idéologie contraire de fait à cette preuve historique que les chrétiens et les musulmans ont pu vivre ensemble, et ça a duré quelque chose comme 200 ans. En tout cas, c'est un exemple qui prend le contre-pied des idéologies actuelles. Donc vraiment un cas qui pourrait être d'actualité, en tout cas qui mérite d'être compris sous cet angle. De fait, cette personne, en tant que croisée dans une vie antérieure, en se trouvant en contact avec justement les tenants d'une foi différente, elle s'était rendue du compte pour la, quelque part, première fois, que l'idéalisme, justement à partir de l'idéalisme chevaleresque, le courage, la bienveillance et la compassion n'existaient pas que chez les croisés chrétiens, mais également chez les non-chrétiens, chez les musulmans. Et cela lui avait laissé une si grande impression en voyant vraiment des musulmans vraiment musulmans, que de fait, elle en avait acquis une véritable tolérance religieuse. C'est vraiment ce qui est montré dans le film Kingdom of Heaven, à part que ce film est inversé par rapport à la réalité. C'était bien plus les Templiers
qui avait été, hem, moteur dans cette tolérance, même si sur la fin il y avait eu, il y a toujours des infiltrations, on dans toute société positive, il peut très bien y avoir des infiltrations et c'est comme ça que toutes les institutions humaines peuvent s'effondrer. C'est ce qui est arrivé aux Templiers. Néanmoins, vous voyez vraiment ce climat-là dans le film Kingdom of Heaven de tolérance religieuse, par opposition à ce qui est commandé par le pape, à les zigouiller des infidèles, et cetera. Beaucoup de très beaux moments dans la version, vous voyez la version longue de Kingdom of Heaven, le royaume des cieux, c'est vraiment instructif. Nous avons par contre, enfin nous avons pareil au rang des autres cas, nous avons un autre cas d'un publiciste, c'est-à-dire un spécialiste en publicité dans le contexte des États-Unis des années, 20-30, qui lui par contre était très sceptique en matière de religion, pardon, et qui lui aussi avait été croisé, mais il en avait éprouvé un tel dégoût pour, la disparité ou plutôt le 2 poids 2 mesures entre ce qui était professé en termes de croyances religieuses et ce qui était au contraire réalisé en termes d'actes, qu'il en avait gardé justement une profonde méfiance contre toutes les manifestations religieuses extérieures. Là, on a encore quelque chose qui est exactement, vous voyez le film, Le Royaume des cieux, c'est vraiment intéressant. Vous avez à un moment, je crois, une réponse de Balian d'Ibelin qui explique à l'évêque, qu'il en aura appris beaucoup sur les religions à son contact. Parce qu'on voit vraiment un doctrinaire, un sectaire catholique qui tente d'appliquer les ordres du pape alors qu'il est lâche lui-même par ailleurs et qu'il est prêt à sacrifier la population face à un comportement chevaleresque d'un soldat chrétien envoyé, d'un chevalier chrétien envoyé pour au contraire comprendre que bah, le caractère chevaleresque se trouvait aussi chez les musulmans. Ce film est vraiment très beau pour le coup et prend d'ailleurs le contre-pied par bien des égards de Hollywood, mais c'est pour arriver sur une mauvaise conclusion concernant les Templiers et même une inversion de l'histoire par bien des égards. Les joies d'Hollywood, tant qu'on n'aura pas un cinéma français puissant ou européen, eh bien on se fera prendre en otage notre histoire. C'est toujours le même problème incident. En tout cas, nous voyons là, à travers ces exemples, 3 sortes d'attitudes en matière, que ce soit de race ou de rapport au sexe opposé ou bien de religion. 3 sujets sensibles, 3 sujets très sensibles, dans lesquels on peut avoir des comportements extrêmes dans un sens ou dans un autre, mais qui ne sont pas totalement rationnels au sens, logique par rapport à cette vie actuelle et dont la compréhension, finalement, ne peut, comment dire, être élargie que si on élargit notre appréciation aux vies antérieures. C'est ce que j'appelle le regard de Dieu. Quand on voit les choses en zoom arrière, mais encore faut-il avoir cette vue en 3D où on verrait les autres vies antérieures, et cetera. Ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas ce qui nous est appris. Encore une fois, le gros problème, c'est qu'on baigne dans des enseignements spirituels insuffisants. N'empêche que les enseignements derrière sont d'une richesse. Donc dans chacun des cas, on a eu il a fallu quelque part que certaines circonstances contemporaines dans un certain contexte ait lieu, que ces circonstances aient révélé une bizarrerie de comportement ou bien, un excès, mais c'est cet excès-là qui, s'il est interrogé, nous permet d'aller chercher une cause profonde. Alors clairement, il faut aussi un terrain favorable, mais on voit aussi, par exemple, qu'il peut y avoir un terrain favorable karmiquement. On le voit clairement avec l'histoire de l'homme qui détestait les noirs, qui était né donc dans le sud des États-Unis en 1853, on a même la date. Et on voit qu'il est né dans des circonstances exactement similaires, en tout cas qui permettaient quelque part, qui étaient un terrain favorable pour laisser peut-être s'exprimer justement son aversion acquise. Mais peut-être qu'en face, peut-être que ces esclaves étaient justement la réincarnation de ceux qui l'avaient brutalisé dans une vie antérieure. Et là, du coup, c'est encore plus fascinant parce que dans une lecture vraiment bouddhique, finalement, tout ce qui est vécu a une logique, sinon une légitimité, en tout cas une logique. On n'est pas en train de dire que l'esclavage, c'est formidable. N'empêche que, on comprend sans doute les choses différemment à travers les comportements extrêmes des uns et des autres, et même ce qui est subi par les uns et les autres. C'est ce qu'on va comprendre à travers les vies antérieures, c'est que parfois on est le bourreau ou la victime ou le martyr des uns et des autres sur le long chemin de l'évolution au-delà d'une seule vie. Là, encore une fois, ça ouvre des tiroirs, on peut avoir mille et une conséquences à partir de ce principe général, en tout cas à partir de quelques cas particuliers. On a des idées donc d'influences contemporaines qui peuvent être jouées donc par le terrain favorable, le milieu social et on a de nombreux cas similaires dans les dossiers, sauf que l'intensité de beaucoup de ces attitudes, le fait que d'autres personnes exposées aux mêmes influences du milieu ne vont pas réagir de la même façon,
C'est de fait ce qui montre doit bien exister un différentiel, une cause différentielle qui fait que certains réagissent de façon plus saine ou de plus irrationnelle que d'autres. Là, encore une fois, quelque part, c'est comme les phobies. Regardez les phobies, on en avait déjà un peu parlé. Il y a des phobies extrêmes, par exemple des serpents, des araignées, des souris, des tout ce que vous voulez, que certains ressentiront et d'autres pas. Peut-être que, par exemple, des oiseaux ou autres. Si vous avez, je vous en avais déjà donné un exemple, si vous avez été dévoré par des corbeaux sur un champ de bataille il y a X siècles, bah, peut-être que quand vous voyez un corbeau, vous vous en souvenez un peu et que ça fait pas du bien, en fait. Donc en tout cas, une cause, encore une fois, dans la psychologie bien plus profonde que la seule vie présente. Et ça, c'est un énorme enseignement et c'est ce qui doit fonder une bien plus grande bienveillance, notamment face aux phobies des uns et des autres ou à l'irrationnel chez les uns et les autres. C'est vraiment vous voyez mes petites vidéos sur les relations interpersonnelles. La leçon de tout ça, c'est qu'il faut faire beaucoup plus attention aux uns et aux autres et ne pas juger sottement des choses dont on n'a pas encore compris la logique. Et je peux vous le dire pour des expériences personnelles que j'ai encore eues récemment, il faut être très humble sur ces questions-là, mais c'est passionnant d'envisager justement que, l'irrationnel est une cause qui puisse être remontée, là, peut-être devant vous et que ça peut être un facteur de comment dire? De moments de vérité, de grande rédemption et de grande complicité que vous pouvez obtenir avec une personne si vous l'aidez quelque part à accoucher d'une souffrance d'outre-vie. Là, on a vraiment encore une fois, une explication des tropismes excessifs et irrationnels qui est tout à fait fascinante. Aujourd'hui, et c'est là que la psychologie doit aller vraiment chercher plus loin, on est dans les années 60 avec ce livre-là, mais encore aujourd'hui, on a clairement les mêmes, la psychologie idéologisée à l'emporte-pièce façon Freud, on a des interprétations absolument débilitantes et moi-même, dans ma vie, je me suis fait calquer parfois des lectures freudiennes, mais débilitantes sur certaines choses. Par exemple, mon rapport à ma mère, notamment, ma sœur, une fois, m'avait sorti un truc du genre, que enfin, c'est quand ma sœur était encore dans Freud, que genre, si j'étais pas tout à fait d'accord avec certaines brimades, de mon beau-père, c'est que c'était, que parce que je voulais, que ma mère finisse ma vie avec moi. Waouh! Quand j'ai entendu ma sœur dire ça, waouh! Je me suis dit: «Freud a fait des dégâts». Et surtout quand j'ai eu plus tard les explications de certaines bizarreries de rapports familiaux, là, je peux vous le dire, franchement, en toute légitimité, les psychologues sont bien souvent et surtout les psychanalystes. Alors j'avais un nous a dans ma famille, j'ai eu un vraiment grand spécialiste, un grand psychiatre qui avait commencé médecin de campagne, qui avait été médecin de brousse au fin fond du Gabon, pardon, et qui avait vraiment une énorme expertise croisée et puis qui était vraiment, docteur en psychiatrie, vraiment quelqu'un de sérieux quoi, qui disait que les psychanalystes étaient des fumistes. Après, vous pouvez trouver des psychanalystes jungiens qui, en plus, comprendront certains aspects spirituels, notamment les vies antérieures et là, ce sont des gens qui seront allés au-delà d'un aspect doctrinaire initial. Ils seront allés au-delà de ce qui leur a été appris et ils auront évolué avec leur temps pour enrichir la psychologie, notamment en allant chercher plus loin. Mais si vous vous cantonnez à Freud, eh bien, les faux positifs, vous allez les enchaîner. Toujours est-il que, le problème des psychiatres, quand on n'envisage pas donc ces vies antérieures, c'est qu'on peut clairement attribuer certaines attitudes irrationnelles qui pourraient avoir une cause dans une vie antérieure, pourraient, hein, pas forcément, mais ils vont les attribuer nécessairement à l'inconscient, comme si l'inconscient était cantonné à cette vie-là. Sauf que là, on est en train de voir que l'inconscient c'est clairement la somme d'autres vies et ça, c'est absolument crucial de le comprendre. On a ça également, vous voyez les ouvrages de Stéphane Alix là-dessus. Lorsque j'étais quelqu'un d'autre ou notamment, vous avez des choses très intéressantes où, à un moment, Stéphane Alix raconte quelque chose, c'est que il est mort dans sa vie antérieure, je vous la fais brève, il est mort en tant que, officier SS à l'arrière d'un Stug en Russie, c'est-à-dire il a pris la salade, comme on dit en allemand, il a pris des éclats d'obus anti-chars, il est mort, embusqué derrière un char et pas de bol parce que les chars attirent les coups, c'était peut-être pas la bonne idée, en fait. Mais il lui était arrivé un moment de peur panique absolue en Afghanistan dans à peu près la même situation. Il était proche d'un char, il était sous le feu et à la différence des autres qui n'avaient pas autant pété les plombs que lui avait vécu un moment de pétage de plomb total qui avait même attiré le mépris des combattants afghans aguerris parce que, d'un coup, il était vraiment dans une peur panique totale parce que et qui quelque part s'explique par le fait que la fois précédente, dans son incarnation précédente, il était mort exactement dans la même situation. Derrière un char, plus ou moins embusqué, sous le feu et cetera, ce genre de choses. Et bien là, vous avez vraiment une lecture qui ajoute une dimension à la compréhension de l'irrationnel humain.
à condition donc d'envisager ce principe de réincarnation et sa logique. De fait, le principe de la réincarnation et le karma en tant que logique associée, finalement, étendent clairement le domaine de l'inconscient en incluant les charges énergétiques et émotionnelles associées aux vies passées. Et cette idée est absolument fondamentale, en fait. On associe les charges énergétiques, les charges émotionnelles, d'une vie passée, surtout s'il y a eu, par exemple, une mort violente ou une mort anormale, ou voilà. On a, pareil que pour le cas de maladies physiques, on a une bien plus grande portée quant à l'origine du mal, l'origine des causes et des conséquences et de fait, tout cela est utile pour comprendre comment mieux soigner les humains et comment forger des humains stables. Parce que rappelez-vous que c'est ce qui me fascine, comment on forge des humains stables. Donc au même titre que les attitudes, les inclinations, les tropismes, les antipathies ou les intérêts des gens, eh bien, tout cela va constituer la personnalité des gens, des humains. On a les instincts fondamentaux, la conservation, la reproduction, on a également la domination, mais tout cela, on pourrait dire, c'est plus ou moins animal, c'est primitif, c'est la base de la vie. Mais au-delà de ces besoins essentiels, qui sont communs à toute l'humanité, eh bien, il y a une large diversité dans la manière dont, quelque part, ces instincts primitifs ou ces poussées primordiales vont s'exprimer. Ça va se manifester sous forme d'intérêt ou d'enthousiasme ou d'émotions autres chez différentes personnes. Il y aura vraiment de grands différentiels. Encore une fois, les âmes ne sont pas toutes au même niveau et tout le monde peut réagir différemment aux mêmes sollicitations ou aux mêmes sujets. On a ainsi un exemple d'une famille de 5 enfants, dans lequel on va pouvoir avoir un enfant qui s'intéresse aux papillons, un autre à la musique, un troisième qui va s'intéresser à la mécanique, un quatrième à la peinture et un cinquième à juste faire des bêtises. Eh bien, on va avoir l'explication courante en psychologie que, bah, la toute la la le différen tout le différentiel de talent, de tropisme ou de manière de voir, le caractère individuel, eh bien, ça sera nécessairement l'hérédité ou bien ça sera, le rapport aux uns aux autres. L'aîné aura pris pour les autres, le cadet, c'est le moins pratique, le puîné, tout ce que vous voulez. Eh bien, là encore, donc on va parler de facteurs psychanalytiques, mais ou alors d'expériences dans le cadre de la famille. Mais ces explications seront rationnelles seulement de prime abord. N'empêche que si on inclut encore une fois la réincarnation dans la quête de compréhension, eh bien, on va voir que de fait, cette explication est bien pauvre par rapport aux autres qui sont potentiels, notamment pour les tropismes, et cetera. On a plein d'exemples comme ça de lecture de Cayce, d'Edgar Cayce, qui attribuait clairement les talents actuels d'une vie ou bien les intérêts, les tropismes vers une activité ou plutôt qu'une autre, c'est attribué par Cayce à l'hérédité de l'âme elle-même, plutôt qu'à la seule hérédité génétique, familiale. On a clairement des vies antérieures, des circonstances passées qui vont être à la base des inclinations actuelles. On avait déjà vu des éléments en ce sens, mais on a plein d'exemples, encore une fois, dans les dossiers Cayce là-dessus, des inclinations, donc des tendances personnelles chez les personnes qui ont des origines dans des vies passées. Et là, pour le coup, plein d'exemples. Un exemple, c'est un dentiste new-yorkais qui était né et élevé donc à New York, qui était professionnellement très satisfait et enthousiaste dans un contexte de vie urbaine actuelle donc. On est pareil dans les États-Unis, les années 20-30 à tous les coups. Eh bien, il avait périodiquement le besoin de s'en aller à la campagne ou au bord de rivière avec son fusil, avec sa canne à pêche et de camper tout seul dans le désert ou au fin fond de sa forêt. Eh bien, cet intérêt intense que lui inspirait donc la nature et la vie en plein air, bien évidemment qu'assez répandu quand même, il n'était pas vraiment en accord avec son caractère citadin, ni avec sa génération, puisque sa famille vivait dans des villes vraiment depuis plusieurs générations. Mais ça s'expliquait clairement par la réincarnation, parce que dans une vie précédente, il était un Danois qui était venu en Amérique du Nord avec, au temps de la première colonisation, hollandaise, on est au XVIIe siècle, qui vivait à l'époque dans le New Jersey, mais dans une région qui à l'époque c'était des marais, des lacs, des rivières. Il était trappeur, il négociait ses fourrures vraiment comme un trappeur, c'était à l'époque. Et son goût clairement pour les bois, les rivières ou, ce genre d'activité de trappeur lui était resté dans la vie actuelle. Et alors qu'il avait, pour le coup, une autre obligation qui lui imposait de rester de fait en ville, dans l'incarnation actuelle. Donc là, pour le coup, tropisme actuel, mais qui s'expliquait actuel et relativement, on va dire, habituel tout de même. Mais je pense que chez beaucoup de gens comme ça, on a la nostalgie des grands espaces, Prastor en russe.
On a la nostalgie de la nature, bien plus, on n'est pas fait pour vivre dans le béton et surtout si, la vie dans le béton, c'est encore récent. Par définition, nos anciennes incarnations sont plus souvent des incarnations de paysans ou, plutôt que de vrais citadins comme actuellement. Le même point est valable pour les, attirances vives en faveur de lieux géographiques. De même qu'on s'aperçoit que dans les vies antérieures, il y a souvent des connexions logiques avec les anciens lieux qu'on a connus. Des histoires, c'est également l'explication des histoires de déjà vu où il y a pas mal de choses comme ça et dans les lectures de Case, on a souvent un lien qui est caractérisé par Case, donc entre une incarnation antérieure et donc et un souvenir appréciable dans une incarnation actuelle qui est, repris et qui est retrouvé dans cette incarnation, donc entre l'incarnation précédente et l'incarnation présente. On a un exemple, donc une femme d'affaires de la côte est des États-Unis qui, pendant des années, voulait vivre dans la partie sud-ouest des États-Unis. On est dans les années 20-30, à l'époque pétrolière, San Francisco créé à partir de rien, voilà. C'est Los Angeles également. Des villes pétrolières, qui ont vraiment, bourgeonné dans les années 20-30. Eh bien, elle a finalement réussi et a, fini par vivre donc, pareil du côté de New Mexico, en tout cas dans les États-Unis du Sud-Ouest et le fait est qu'elle avait à 2 reprises, dans 2 vies antérieures, vécu dans cette zone-là des États-Unis et qu'elle en avait gardé un amour pour la région et de fait, c'était ce qui l'avait motivée de façon irrationnelle, dirait sa famille ou autre, à retourner vivre dans une région qu'elle avait déjà connue. On a un autre exemple extraordinaire avec la vie de Patton. Je crois que c'est durant la Première Guerre mondiale ou dans la Seconde Guerre mondiale que Patton avait fait le lien, il avait la certitude, peut-être, la certitude d'avoir déjà combattu dans les mêmes zones dans une incarnation antérieure. C'est dans les mémoires de Patton, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Donc c'est pour ça que quand on étudie les vies des grands personnages, on s'aperçoit que même si les préceptes religieux nous tiennent loin de ces choses-là, en réalité, il y a plein de personnes qui, sont dans cette compréhension intuitive des choses pour différentes raisons et ça peut être notamment des réminiscences, des rêves, des réminiscences de vie antérieure et cetera. On a, d'autres personnes, 4 exemples de personnes, là encore, dans les lectures de Case, qui avaient, une attraction pour des zones, par exemple dans les mers du Sud, là on parle de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, ou bien l'Inde, ou bien la Chine, donc des pays étrangers. Eh bien, elles avaient appris que dans des vies antérieures, elles avaient en effet vécu, qui, au sud des États-Unis, qui en Inde, qui en Chine et cetera et que c'était encore une fois la raison de l'affinité particulière qu'avaient ces personnes-là avec des lieux, avec des pays, avec des cultures. C'est très là, pour le coup, c'est très, encore une fois, c'est logique et encore une fois, c'est une grande, leçon contre toute espèce de chauvinisme mal placé quelque part. Parce que par définition, vous pouvez très bien avoir eu des incarnations à Pétaouchnok, à plein d'endroits différents et voilà, ce sont plein de on va dire des odes à la compréhension, à une compréhension plus globale de l'humanité en tant que grande famille, au-delà des sectarismes divers. On a également des tropismes pour, par exemple, de l'activité artistique ou professionnelle ou sportive, qui se retrouvent en tant que, conséquence de vies antérieures dans lesquelles ça avait pu déjà être développé. Par exemple, l'intérêt passionné d'une femme pour la danse et pour les drames grecs, les tragédies grecques, qui lui venait d'une expérience vécue en Grèce, alors, lors de l'Antiquité, lorsque César était à leur apogée. Rien que ça, c'est un élément et après on a des cas, enfin, là pour le coup, c'est assez évident, mais on a des choses moins évidentes. Par exemple, le goût d'un jeune garçon pour la télépathie dans cette incarnation-là, qui remontait à une incarnation en Atlantide, au cours de laquelle il enseignait la psychologie et la transmission de pensée. Psychologie sans doute bien plus vaste que notre version actuelle. Et quand vous voyez notamment, l'INRES et Stéphane Alix ou d'autres, vous voyez que, ou alors, comment ça s'appelle? Pénétration de Ingo Swann, on s'aperçoit que certains dons parapsychologiques sont bien plus étudiés. En fait, on en dissuade le bon peuple, mais on les étudie quand même en haut lieu. Souvenez-vous également de l'émission, le DD sur l'Institut Tavistock. On a vraiment ce genre de cas-là. Toujours pareil, une humanité à 2 vitesses et un enseignement à 2 vitesses. D'où la raison de ces enchevêtrements d'enseignements dont je vous rends compte. On a une autre expérience en Atlantide en tant que pilote et directeur des transports à l'époque de l'Atlantide, qui était à l'origine, chez une très belle jeune fille, d'un intérêt presque fanatique qu'elle portait aux choses de l'aviation. À l'aviation, on est dans les années pareilles, les années 20, les années 30, dans l'entre-deux-guerres.
Là, encore une fois, une cause irrationnelle. Pourquoi une très belle jeune fille à l'époque était totalement fanatique, s'intéressait à ce point, comment ça s'appelait? Leni Riefenstahl? Heu, non, c'était pas Leni Riefenstahl, c'était une des plus grandes pilotes. Il faudrait que je retrouve son nom. On la retrouvera, on la mettra en incrustation. Une grande pilote, de l'Allemagne nazie justement, pilote de Fiedler Storch d'ailleurs qui avait, exfiltré des gens et cetera. 26 avril 1945, un des derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. À l'aérodrome de Gatow, près de Berlin, un avion Fieseler Storch est paré au décollage. Aux commandes, le général von Greim, en partance pour une convocation devant Adolf Hitler. Berlin est encerclé par les troupes russes. L'Allemagne nazie n'est plus. Se poser en pleine ville semble impossible. Avec le recul, je me dois d'avouer que c'était vraiment une mission suicide. Von Greim est accompagné de la plus célèbre pilote allemande, Anna Reitsch. En dépit du danger de cette mission, elle a confiance en sa réussite. Wir sahen nach unten und sahen in die Gesichter der Russen hinein. Der ganze Wald war erfüllt von Russen. Elle a toujours voulu accomplir son devoir. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans le bunker d'Adolf Hitler lors des derniers jours. Ce vol jusqu'au bunker a marqué l'histoire et Anna Reitsch sera considérée à jamais comme une pilote nazie. Mais qui était la véritable Anna Reitsch? Nous avons donc là encore une fois de l'irrationnel. Un autre exemple, une femme qui se vouait aux enfants infirmes dans cette incarnation-là, avait vécu en Palestine où, sous l'influence de l'enseignement de Jésus, au passage confirmation de la réalité historique de Jésus en tant que personnage, eh bien elle commença à l'époque à secourir les infirmes et les malades. On a, également l'idée que la secte des guérisseurs esséniens, d'inspiration égyptienne, ils avaient repris leurs enseignements de l'Égypte, les prêtres thérapeutes égyptiens, eh bien, ils avaient notamment été le creuset de cette évolution du judaïsme qu'est devenu le christianisme en tant que réforme d'un judaïsme irréformable, donc à l'époque. C'est donc intéressant. Là, on a un lien entre donc un tropisme actuel dans un certain contexte historique, et ça nous permet d'avoir au passage des éléments sur le dit contexte historique. On a encore un autre exemple avec un ingénieur chargé de recherche qui avait travaillé pendant de longues années dans le mouvement technocratique. On est dans le contexte des années, des mouvements nouveaux des années 20, des années 1930 aux États-Unis. Eh bien, il avait été un Atlante à l'époque de l'Atlantide et qui faisait partie de l'administration scientifique du pays. Là, encore une fois, on a des générations qui peuvent avoir des tropismes par vague, des idées anciennes retrouvées par des générations avec les mêmes idées qui sont un lointain souvenir de ce qu'ils avaient connu à l'époque, en tant que meilleure organisation de la société. Intéressant. Eh bien donc, on a des rappels de goût ou de tropisme de la personnalité qui sont venus du passé, et notamment qui se manifestent chez la vie des gens les plus remarquables. On a plein d'exemples de ce type dans les lectures de Case. Je vous ai parlé de Patton, par exemple, juste avant. Et on a des faits biographiques connus dans les biographies, mais qui s'interprètent beaucoup mieux quand on comprend, encore une fois, les lectures de Case ou les enseignements sur la réincarnation. On a le cas, par exemple, de Heinrich Schliemann, qui était un archéologue allemand, qui à l'époque était donné pour avoir découvert les vestiges de la ville enfouie de Troie, même si ceci reste controversé. Eh bien, il avait donc établi une certaine vérité sous les poètes homériques, même si en réalité il y a on va dire des allégories qui ne sont pas forcément comprises à l'époque. En tout cas, ça reste, on va dire, controversé. Mais lui-même était le fils d'un pauvre pasteur qui professait dans le nord de l'Allemagne, mais il avait été fasciné dès sa petite enfance par l'Iliade, et c'est pour ça qu'il avait commencé à apprendre le grec et qu'il avait voulu découvrir des sites archéologiques grecs. Et pendant 35 ans de sa vie, de fait, Schliemann avait était devenu connu en tant qu'archéologue de renom, et était devenu un extraordinaire également linguiste. Il s'était enthousiasmé pour tout ça, et pour tout ce qui était donc de culture grecque hellénique à l'époque. Et plus tard, il avait utilisé de formes homériques, des formes homériques dans la conversation, et même son biographe rapporte qu'il tenait un exemplaire du poème homérique au-dessus de la tête de son fils, et lui récitait des vers en grec avant de le remettre au prêtre grec, qui devait le baptiser. On a vraiment un petit peu un fanatique. Si le fils n'avait pas le même tropisme que son père, ça a dû être un petit peu dur à vivre quand même. Eh bien,
C'était, du point de vue de l'extérieur, de l'excentrisme, une de ses fantaisies exaltées, clairement, parmi des centaines d'autres. Mais peut-être que cette ardeur aussi désordonnée, aussi fanatique pour la culture grecque ancienne, il est très possible qu'elle ait été causée par une sorte de nostalgie de l'âme, et parce qu'elle se souvenait d'une époque heureuse de la Grèce antique, ou en tout cas d'une précédente incarnation. Eh bien là, vraiment, on a vraiment un cas qui est, chez les gens vraiment qui ont un tropisme puissant et qui vont avoir une destinée particulière, eh bien, qui peut potentiellement, clairement, s'expliquer par une vie antérieure. On a la même chose avec Dorothy Eddy. Vous trouvez ça dans Anton Parks, La dernière marche des dieux. Vous avez le cas extraordinaire de Dorothy Eddy, qui était une petite fille qui avait, suite à une chute dans un escalier, elle avait retrouvé une ancienne incarnation, ou alors un transfert d'âme, ou que sais-je, mais en tout cas, elle avait manifesté à la fois un goût énorme, un goût absolument irrationnel pour l'Égypte ancienne, et elle avait été en butte à ce que l'on disait à l'époque en mal sur l'Égypte ancienne, notamment dans une culture protestante très judaïsante, et en gros, elle contredisait ses profs quand ils disaient que, quand les profs lisaient des versets juifs qui disaient délivre-nous des Égyptiens à la peau noire, et elle disait mais très n'importe quoi vos histoires, les Égyptiens n'ont jamais eu la peau noire, j'en étais comme si elle connaissait ces choses-là. Elle se faisait guirlander, etc., jusqu'à ce que elle réussisse en flânant au British Museum. Elle avait été prise sous l'aile d'un grand professeur anglais, et Dorothy Eddy est devenue l'une des plus grandes égyptologues de l'histoire, et je crois même qu'elle avait redécouvert l'Osirion d'Abydos, qui était le sanctuaire d'Osiris à l'époque. C'est une histoire extraordinaire, donc qui est racontée dans Hampton Parks, donc la dernière marche des dieux, avec différentes sources. Mais là, on voit vraiment un phénomène bizarroïde. Et peut-être même, on peut même envisager d'autres hypothèses d'ailleurs, hein. Ça peut ne pas être qu'une vie antérieure, néanmoins, elle avait un tel tropisme d'âme, et elle se souvenait de ses vies antérieures, et quand elle avait vu des photos de l'exploration égyptienne, elle avait reconnu là où elle avait vécu dans une vie antérieure, en disant que ça avait bien changé, c'était bien plus vert à l'époque, etc. Mais vraiment des éléments, des histoires dans l'histoire qui étaient extraordinaires. N'empêche que cela soit vraiment une vie antérieure, on peut même envisager l'hypothèse d'un transfert d'âme au moment de son accident où elle avait failli être donnée pour morte. Toujours est-il que ça a été l'une des plus grandes égyptologues britanniques, et que le résultat a été de retrouver ce qui avait été un tropisme d'une vie antérieure à partir d'un tropisme de petit enfant qui se souvenait de ses vies antérieures. Vraiment, et surtout après un choc. Donc là, on a plusieurs, là, en termes de dimension dans la psychologie, c'est extraordinaire en fait. D'où l'importance également pour les parents d'accompagner les tropismes des enfants plutôt que de vouloir les brider, parce que quand on comprend ces choses-là, eh bien, on se rend compte qu'il y a certaines maladresses qu'on peut éviter, en fait. Parce que justement, au contraire, on peut peut-être encourager nos enfants à être justement des futurs extraordinaires explorateurs, ou que sais-je, qui vont redécouvrir, qui vont faire progresser la science. En tout cas, c'est voilà, c'est une histoire absolument extraordinaire. Dorothy Eddy, E-A-D-Y, vous trouverez. Homme Seti, voilà. C'est aussi pour ça. Regardez également le Adèle Blanc-Sec, le très joli film de Luc Besson. Ça, c'est anormal qu'un film ait été aussi bon, aussi qualitatif, aussi léché à tous les niveaux, ait été à ce point détruit par la critique. C'est là qu'on voit vraiment que les critiques de films sont vraiment je dirais, des branleurs stipendiés, et qui sont de fait des mercenaires. Ils payent, ils encensent qui les paye le mieux. Je suppose qu'il y a des bakchiches en sous-main pour qu'ils fassent de bonnes critiques dans Télérama ou dans que sais-je. Mais quand vous faites la comparaison, Adèle Blanc-Sec, c'était en 2010, ça avait été complètement laminé par la critique, alors que d'autres films foireux sont absolument portés au nu, encensés, tout ce que vous voulez. Alors que ce film est d'une richesse, et avec plusieurs tiroirs, plusieurs degrés de lecture. C'est un coup de cœur, je ne l'ai vu que récemment en plus, mais vraiment, pour le coup, on est un peu dans cette histoire à la Dorothy Eddy, c'est vraiment extraordinaire. Dommage que ça n'ait pas fait franchise aussi, que ça n'ait pas été développé. On a aussi autre chose, là, qui est très intéressant, avec un lien entre les sujets ésotériques et exotériques. On a d'innombrables exemples dans les biographies. Donc là, on parlait de Schliemann juste avant, on parlait de Dorothy Eddy. On a un autre exemple avec Lafcadio Hearn, Hearn, qui était né sur une île ionienne d'un père irlandais et d'une mère grecque. Il vagabonda de Grèce en Angleterre, en Amérique du Nord, à la Guadeloupe, à la Martinique, et trouva finalement sa vraie patrie spirituelle au Japon, où il se maria avec une japonaise, prit un nom nippon, et enseigna dans une école japonaise. Donc un pur fanatique. Fanatique après beaucoup d'errance. L'étonnante compréhension intuitive qu'il montra pour la manière de voir des Japonais,
le talent extraordinaire avec lequel il sut interpréter le Japon pour les Occidentaux et vice-versa, semble moins stupéfiant si on y voit le fruit d'une possible incarnation japonaise antérieure, plutôt qu'une irrésistible force sans aucune explication qui l'aurait poussé à aller au Japon, etc. Là, au contraire, il a été poussé à ça par rapport à un potentiel tropisme d'âme avant. En tout cas, c'est très possible. On a un autre exemple avec, là, c'est moi qui clairement le rajoute, c'est Nesta Webster, une écrivaine extrêmement importante du renseignement anglais de l'entre-deux-guerres, qui avait écrit énormément de choses sur la révolution mondiale, sur le complot mondial contre la civilisation à travers les différentes révolutions qui se sont égrenées, notamment la Révolution française et les révolutions anglaises avant, mais surtout la Révolution française, la Révolution russe. Eh bien, elle était sûre, persuadée d'avoir une incarnation en France durant la Révolution. Et c'est vrai qu'elle en parlait avec... en tout cas, il y avait un lourd tropisme qui lui avait conduit à faire des recherches vraiment sur les textes originaux de l'époque pour comprendre pourquoi la Révolution française. Là, on a un exemple vraiment qui est vraiment spécifique, spécifique donc en termes de tropisme d'âme. Et je pourrais vous dire que votre serviteur n'est pas forcément loin de ce genre de scénario. Toujours est-il que donc Nesta Webster avait donc ce tropisme actuel, la conduisant à vouloir comprendre un fait historique qu'elle avait vraisemblablement vécu sans l'avoir compris à l'époque. Ça me rappelle certains. On a un autre cas avec T.E. Lawrence, Laurence d'Arabie. On a un homme qui avait ça dans le sang, un explorateur extraordinaire. Selon l'expression d'un biographe, il avait ça dans le sang. Il sut avec une suprême habileté s'entendre avec les Arabes et à la vérité devenir l'un d'eux. Il ne se sentit jamais chez lui en Angleterre, dans sa patrie, ni dans sa famille britannique. L'école l'ennuyait, sauf pour l'histoire des croisades et l'étude des châteaux et des forteresses, des fortifications médiévales. C'est vrai que c'est ce qu'il avait fait, justement, il avait été prospecteur là-bas. Son succès phénoménal comme chef militaire des Arabes peut peut-être se comprendre à la suite de quelque aventure au Moyen-Âge, dans les croisades ou que sais-je, au cours de laquelle il était lui-même déjà à l'époque arabe ou stratège ou croisé ou que sais-je, mais qu'il était mort sans achever ce qu'il avait pu penser comme étant son but ou de son incarnation passée. Et d'ailleurs, Lawrence d'Arabie qui est mort d'une façon pas tout à fait naturelle. On voit ça dans une BD de Black et Mortimer, mais je connais personnellement le descendant d'un balisticien français qui avait collaboré avec l'intelligence service et qui s'était fait confirmer que l'IS avait liquidé Lawrence d'Arabie, notamment après les 7 piliers de la sagesse, après avoir révélé la trahison des Britanniques envers les Arabes, puisque après Lawrence d'Arabie, il y avait eu Saint John Philby et l'affaire de la mise en place des Wahhabites en lieu et place des Arabes légitimes, avec des conséquences géopolitiques qui perdurent aujourd'hui. C'est une drôle d'histoire, plusieurs histoires dans l'histoire. Mais voilà, clairement, un autre cas de tropisme très irrationnel, très excessif, qui pourtant peut clairement s'expliquer avec une potentielle incarnation antérieure. De même, pour les tendances exotiques ou exubérantes ou originales, on voit ça également chez les grands comme chez les moins grands. De fait, chacun peut en trouver dans ses propres relations autour de nous. On a des gens qui ont donc clairement des tropismes très exagérés dans un sens, exagérés ou très exagérés dans un sens ou dans un autre. Donc les traits de personnalité, comme les intérêts, comme les attitudes, comme les goûts pour telle ou telle culture, quelque part les personnalités différentes, on a une lecture fascinante en fait, si on ajoute la possible origine de ces traits de personnalité-là ou de ces tropismes dans des vies antérieures encore une fois. On a un exemple cité ici, c'est l'épouse d'un certain milliardaire du Middle West, donc aux États-Unis, qui était complètement dictatoriale et extrêmement dominatrice. Eh bien, sa lecture de vie avait attribué cette tendance au fait qu'elle avait été institutrice dans l'Ohio des débuts et que, dans de précédentes incarnations, elle avait occupé de hautes fonctions en Palestine ou bien aux Indes. On a vraiment là une lecture, un tropisme excessif dans une autre vie, et donc peut-être qu'elle devait vivre d'autres vies pour se raffiner. Et c'est ce qu'on va voir encore dans les sujets suivants. Un autre exemple, un jeune garçon qui faisait preuve dès sa petite enfance d'un tempérament extrêmement argumentateur, du genre pinailleur, et se montrait capable de raisonner avec force et acuité. Eh bien, il devait ce trait à une incarnation au cours de laquelle, au temps de la création du jury par Alfred Legrand, petit lien avec l'alchimie, il avait été homme de loi, et à une autre incarnation précédente, en Perse, où il avait déjà été juge, sans doute durant l'Antiquité ou autre. Autre exemple, une femme qui montrait des tendances mystiques et quiétistes, on fera un encart sur le mouvement quiétiste, avait été, dans la vie immédiatement antérieure,
à la tête d'une maison de retraite religieuse au commencement du 19e siècle. Alors, petit encart, le quiétisme, c'est globalement une doctrine qui faisait consister la perfection chrétienne dans un état continuel d'union avec Dieu, où l'âme devient indifférente aux œuvres et même à son propre salut. Et là, on est un peu, on n'est pas tout à fait dans les enseignements du Christ. Si on oublie les œuvres, à quoi sert la foi? Donc on est certainement dans un excès de perfection religieuse, éthérée, dématérialisée, donc peut-être un peu d'excès dans le côté éthéré religieux. Autre exemple, un jeune homme très fortuné, dont l'évasion qui s'évadait dans l'ivresse, donc dans l'alcool, et qui faisait le désespoir ou le malheur d'une famille distinguée, eh bien, il avait jeté les bases de cette faiblesse actuelle au cours d'une expérience débauchée pendant la ruée vers l'or en Californie. Donc on est certainement fin du 19e, début 20e, et il avait déjà été alcoolique à l'époque, et il lui fallait là vaincre ce tropisme-là. Il était dans une famille avec peut-être trop de facilité, mais peut-être une ambiance différente dans laquelle il pouvait retrouver ou bien son défaut, ou bien apprendre la consommation aristocratique de l'alcool, c'est-à-dire que l'alcool est un art de vivre, l'alcoolisme est un mal de vivre. Donc quelque part, il lui fallait encore vaincre ce tropisme, et ce n'était pas encore réalisé, mais peut-être que la lecture de Case y a participé. Donc des exemples comme ça dans les lectures de Case, on en a des centaines. On a vraiment plein de choses dans plein de domaines. Et clairement, on a des variations psychologiques intra ou inter-individuelles, entre les individus ou au sein du même individu. On a une richesse de la psychologie qui, là, clairement, si on considère que tout ce matériel qui a été tellement étudié, y compris par des grands psychologues de matériel d'Edgar Cayce, eh bien, on a une légitimation d'une nouvelle branche de la psychologie différentielle en tenant compte des vies antérieures. Et de fait, c'est ce que faisait l'ancienne philosophie. L'ancienne psychologie s'appelait philosophie. On reverra ça avec Blavatsky, avec Gurdjieff, avec des gens comme ça, ou Ouspensky. N'empêche qu'on a perdu bien des choses aujourd'hui. La vraie psychologie doit prendre en compte les vies antérieures. Et là, en tout cas, il faut à un moment choisir de décider. Il est clair que quand on a l'expérience pour comprendre ces choses-là, un mélange d'expérience par procuration ou d'expérience personnelle, il est évident qu'il faut que la psychologie moderne intègre délibérément les vies antérieures. Et clairement, je citais tout à l'heure Stéphane Alix, c'est vraiment quelqu'un qui participe à ce que ces choses-là soient prises en compte, justement, et que les humains sortent des schémas de peur et d'incompréhension ou de mauvais jugements les uns les autres, parce qu'il y a des choses à comprendre derrière l'irrationnel apparent. En tout cas, c'est fascinant, et c'est là, pour le coup, quelque chose qui est bien plus large, qui élargit grandement notre compréhension de l'humain. Et c'est fascinant, en fait. Et par contre, ça vide également de leur substance les comportements excessifs, quand on juge des humains sans vraiment les comprendre pourquoi ils ont certains tropismes irrationnels. Tout irrationnel d'aujourd'hui est une explication de demain, et une explication qui attend son heure. Ça, c'est une autodiscipline qu'il nous faut conserver à l'esprit pour pouvoir espérer forger des humains stables et pouvoir s'entraider. Donc le point crucial, c'est globalement que la psychologie moderne doit considérer les variations entre les êtres humains, d'un être humain à l'autre, qu'elles sont certes déterminées d'abord par les gènes des parents, par l'influence du milieu, évidemment. Là, on aurait le quart d'heure gauchiste, c'est uniquement la pauvreté qui rend les humains mauvais, ou alors la logique à la Rousseau, ce délire, il faut revenir à l'état de nature, le bon sauvage, la civilisation c'est mal, ça sont des excès idéologiques. Mais alors que si on prend la psychologie d'un point de vue réincarnationniste, cependant, on a clairement l'hérédité, bien sûr, l'influence du milieu, bien sûr. On aura, par contre, l'idée que ces deux-là sont déjà des résultantes de déterminants karmiques, et qu'il y a une logique dans les gens que nous revoyons, dans les milieux dans lesquels nous sommes, et qu'il y a, de fait, une transmigration de fait des qualités de l'âme ou des tropismes ou des choses qui doivent être résolues dans une incarnation suivante, surtout si des choses précédentes n'ont pas été comprises. Par exemple, le cas de l'ivrogne durant la ruée vers l'or. L'or, eh bien, dans cette incarnation-là, il avait encore ce tropisme vers l'alcool, et donc on peut avoir ce genre d'incarnations qui vont permettre un raffinage progressif, donc à la fois des tropismes et des opportunités de raffinage entre les vies précédentes et les vies actuelles. Donc là, encore une fois, l'idée derrière, c'est que toute qualité de l'âme n'est pas limitée à l'hérédité génétique, mais qu'elle est conquise également d'incarnation en incarnation.
Et là, encore une fois, c'est une lecture fascinante. La pomme ne tombe